vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Maman est partie. Elle nous a laissés, Lisa, ma petite sœur et moi, dans cet endroit bizarre. Je vois rien avec cette bougie. Et j'ai peur. J'entends Lisa chantonner, pour me rassurer sans doute. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai été réveillé en pleine nuit par maman. Elle pleurait. Elle disait qu'elle était revenue. Mais qui ça? Lisa chante de plus en plus fort, finissant chaque couplet avec un gloussement. Elle est sans doute nerveuse. La pluie frappe le toit très fort et les éclairs me font peur. Je serre Lisa contre moi, tandis qu'elle chante encore. J'ai peur. Des bruits se font entendre dans la pièce à côté. Est-ce que c'est le bois qui craque? Je ne sais même pas de quoi sont faites ces pièces. Pitié, faites que maman rentre. Je vois des choses bouger sur le mur d'en face. J'espère que c'est juste des insectes, même si j'en ai peur. Lisa prend mes mains et les serre fort. Je ne peux plus bouger. Bah, je n'en ai pas envie de toute façon. Je viens de voir un homme passer. Il était tout noir, plongé dans l'obscurité. Lisa ne me répond pas, mais je suis sûr qu'elle l'a vu aussi. Maman, rentre, je t'en supplie. Tiens, j'ai entendu un bruit de porte grinçante à côté. Est-ce que c'est maman? Je tente de l'appeler, mais j'ai une sensation étrange dans ma gorge. Lisa est toujours près de moi. Je crois qu'elle me serre de plus en plus fort. Je vais finir par étouffer si ça continue. Je tente de la repousser. Elle continue de me serrer. Encore plus fort. Elle me chuchote juste. Souviens-toi. Me souvenir de quoi? Soudain, je le vois. Son visage. Un liquide noir s'échappe de ses orbites. Je la vois s'arracher les lèvres avec les dents, et à mesure que son Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi revient, la chair de ses joues fond. Je me souviens, ma sœur est morte il y a 3 mois. Ma tâche ici est finie. J'ai vu cet enfant mourir d'une manière si horrible, mais à mon grand malheur, je ne peux y échapper. J'ai vu ses dernières pensées, tel le voyeur que je suis, condamné à être, et à mesure que sa terreur résonnait en moi, le livre s'en nourrissait. Peut-être que le livre me libérera un jour, mais la mort m'appelle en un autre lieu. Tiens, il pleut. C'est étrange pour un jour de juillet. Je vois déjà les petits vieux clamer de leur voix usée. Ah, y a plus de saison. J'esquisse un sourire. Ça faisait longtemps. Mes yeux encore rouges et gonflés contemplent les gouttes qui viennent frapper la fenêtre. Il fait vraiment sombre dehors. Je ne me suis pas rendu compte que le temps avait passé si vite. Je me lève de mon lit pour aller reprendre un verre dans la cuisine. Je n'entends plus les grincements des escaliers, avec le bruit des tuiles frappées par la pluie. C'est assourdissant, il fait froid. Toutes les lumières sont éteintes en bas, et c'est en avançant à tâtons que j'atteins l'interrupteur. La maison est calme quand elle n'est pas là. Je retiens mes larmes, reniflant bruyamment, bien malgré moi. Je remarque que la toile cirée est sur la table, comme d'habitude, mais qu'une tache sombre est en son centre. Je ne me demande pas quelle en est la cause, je n'ai pas la tête à ça. J'attrape une bouteille sur l'étagère, et je remplis mon verre. Je sais que j'aurai fini la bouteille dans moins d'1 heure. Il faudra que je descende à la cave pour en chercher une nouvelle. Mon verre rempli, je prends une gorgée. Je me sens réchauffé. J'entame mon parcours vers les escaliers. Arrivé à la 5e marche, mon verre tombe de mes mains. Je viens de voir une ombre passer dans le couloir. Non, c'est juste mon imagination, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que j'ai des visions comme celle-ci. Et je devrais m'étonner de ne pas en avoir plus après une après-midi passée à boire. Il faudrait que je nettoie les bouts de verre, mais je n'en ai ni la force, ni l'envie. Elle me reprochait souvent ma paresse, avant que... Je fonds en larmes, à genoux dans les escaliers. Tout est de ma faute. Mes sanglots ne couvrent même pas le bruit de la pluie, toujours persistante. Après une vingtaine de minutes, je me relève
concentré sur le son régulier des gouttes sur la tuile et les fenêtres. Et j'ai eu de la chance de ne pas m'entailler les genoux. J'enjambe le verre cassé. Je dois dormir. Je suis dans mon lit, encore habillé. Le bois travaille dans le couloir et je me concentre sur le clapotis de la pluie. J'entends le vent dans les branches du bouleau dehors, semblable à une multitude de murmures inaudibles. J'aimerais comprendre ce qu'ils disent. J'aimerais comprendre ce qu'elle m'avait dit. J'arrive finalement à m'endormir, entendant malgré tout les murmures du vent. Viennent-ils vraiment du vent? Ils résonnent dans ma tête, toujours incompréhensible, et son image s'impose à moi. Un visage délicat, des cheveux, d'une clarté incroyable, reposant sur son front comme la plus éclatante des couronnes. Puis, son image s'évanouit pour laisser place à une vision d'horreur. Des flammes, des cris, et surtout du sang. Je me réveille subitement en sueur. Un cri vient de retentir dans la maison. Pas un cri de rage, ni de détresse. Un cri de désespoir, pur et terrifiant. Je sors de mon lit en vitesse, je veux la sauver. Mais arrivé à la porte, je m'en rends compte. Il est trop tard. J'ai laissé passer ma chance. Ce cri n'était sans doute qu'un écho de ma mémoire, mais il semblait si réel. Je décide de prendre un verre d'eau pour me détendre. La pluie est là, assourdissante. Je prends les escaliers, lentement, prudemment. Je trébuche, mes pieds quittent la marche qui me soutenait. Ma tête frappe une marche plus bas, je roule lamentablement jusqu'en bas des escaliers. Quelque chose vient de me pousser. Mes cheveux sont poisseux, je crache du sang, et je la vois. L'ombre, en haut des escaliers. Elle se tient là, me regarde, se moque de moi. Je ne distingue de sa tête que des yeux brillants d'un éclat surnaturel me fixant. Sonné et furieux, j'arrache de sa prise une lampe à côté de moi, et me précipite sur le monstre. Mais il disparaît devant moi, et pris dans mon élan, je me frappe la tête sur le mur derrière lui. Son rire résonne dans la maison, tandis que ma vue s'assombrit. Je distingue les portes qui claquent au rythme du rire moqueur. Le mur du fond du couloir se rapproche dangereusement. Je suis terrifié. Mes yeux sont baignés de larmes, et j'entends une percussion régulière dans ma tête encore douloureuse. Ce rire résonne toujours dans mon être, et la pluie l'accompagne. Je ne veux pas qu'il se moque de moi. Je ne veux plus qu'il se moque de moi. J'ai tenté de la sauver. Je n'ai rien pu faire de plus. J'ai toujours été faible et seul. Je veux que ça cesse, que les rires s'arrêtent, mais elles redoublent d'intensité. Je parviens à me remettre sur mes jambes, la vue obstruée par les larmes. Je cours vers les escaliers, tombant presque, et mes larmes se changent en sang. Elles me brûlent les yeux et l'âme. Je ferme les yeux, priant pour que tout s'arrête, priant pour que ça ne soit jamais arrivé. Je m'agenouille sur le sol, criant et suppliant le monde de me libérer. Je sens des gouttes d'eau sur ma nuque. J'ouvre les yeux, lentement, sanglotant. La maison n'est plus là. L'ombre n'est plus là. Les rires ne sont plus là. Je suis seul, sous la pluie. J'ai froid. J'ai si froid. Le livre a tourmenté cet homme comme s'il avait une rancune particulière contre lui. Le livre déteste la lâcheté, et plus que tout, les regrets. L'histoire de cet homme s'inscrit dans le sang, lettre après lettre, page après page, cri après cri. Je suis le livre dans les ombres désormais, et m'assure que son rôle soit assuré. En effet, quel genre de livre n'a pas d'histoire à raconter? L'école vient de se terminer. Je n'arrive pas à me faire des amis du tout. Les autres enfants sont effrayés par moi parce que je n'ai pas de parents. J'essuie une larme sur ma joue. Je n'ai pas à pleurer. Je ne suis pas la plus malheureuse. Je suis égoïste. Je marche jusqu'à l'orphelinat où j'habite. Personne ne veut d'une petite fille comme moi. Je suis trop grande et trop laide pour les adultes. Et je commence à les comprendre. Ils préfèrent tous un bébé qu'ils pourront façonner à leur image, tandis que mon caractère est tout tracé, et que je n'aimerai jamais personne comme mes vrais parents. Je ne les ai jamais rencontrés, mais je sais que je peux les aimer, malgré ce qu'ils m'ont fait. Je suis plongé dans mes pensées, puis quelque chose m'interpelle. Il n'y a aucun bruit. Cette rue est pourtant très animée d'habitude, mais ici le silence est complet. Même les feuilles brunies ont arrêté de tomber des arbres. Je ne comprends pas. Je marche dans la rue toute silencieuse, et mes pas résonnent.
Je chantonne pour me rassurer, mais ça ne marche pas. Ce silence est vraiment inquiétant. J'ai l'impression d'être surveillé. Il me semble entendre des chuchotements derrière moi, mais je ne sens pas d'air. Je frappe du pied par terre pendant que je marche pour essayer de combler le silence par un bruit, n'importe lequel. Mais l'air est lourd, et je me sens étouffé à mesure que j'avance. J'ai peur, mais je ne comprends pas pourquoi. Le décor est familier pourtant. Je me sens ailleurs. Une voiture. J'entends un moteur derrière moi. Je me retourne pour apercevoir une voiture noire, assez normale. Je me sens rassuré. Arrivé à mon niveau, la voiture s'arrête et la fenêtre se baisse. Le visage de l'homme qui la conduit me rappelle quelque chose. Il m'adresse la parole, criant presque. « Hé, tu es bien Sophie? L'orphelinat m'a demandé de venir te chercher. » Je ne sais pas quoi répondre. Je sais que l'orphelinat envoie quelquefois une voiture pour chercher les élèves, mais ils ne le font en général qu'en cas d'urgence. M'aurait-il trouvé des parents d'adoption? Cette idée me réjouit, et j'ouvre la portière arrière de la voiture. J'ai l'impression de nager dans le bonheur. Mais une fois installé sur la banquette en cuir, rien n'est pareil. Les fenêtres que je croyais teintées sont en fait opaques. Il y a une autre de ces fenêtres entre le chauffeur et moi. Je suis dans le noir complet. J'essaie de parler au chauffeur pour au moins me rassurer. Mais mes paroles se perdent dans le silence. Un silence du même genre que celui de tout à l'heure. Je sens une main saisir ma cheville. J'essaye de bouger la jambe sans rien voir, mais mes muscles sont engourdis par la force de cette prise. Je crie, je hurle pour que le chauffeur me vienne en aide. Mais il n'y a autour de moi que le silence, et rien de plus. Tous mes membres sont attrapés avec force par des choses semblables. Je ne distingue absolument rien. Je crie toujours, mes poumons brûlent. Je ne sens plus ma main. J'ai l'impression que mon sang se vide sur la banquette en cuir, tandis que les mains, que je ne vois pas, m'écartèlent. Sous mes cris, j'entends mes rotules craquer sèchement, tandis qu'une bouffée de chaleur se propage dans tout mon corps pour laisser place à la souffrance. Je m'évanouis. À mon réveil, je suis sur un chemin de campagne. Quel paysage affreux. Des arbres morts sont disséminés tout autour de moi. Sur le sol boueux sont placés quelques brins d'herbe flétris. Je suis écrasé au sol par mon poids et par le silence. Je baigne dans mon sang. Et puis je les vois. Un jeune couple, sur ce petit chemin. Je sais, je sens que ce sont mes parents. Ils rient joyeusement, perçant le silence par leur éclat de rire. Ils se moquent de moi, tandis qu'ils partent, riant sur ce petit chemin. J'essaie de crier pour qu'ils me viennent en aide, mais je suis étouffé par le silence. Je n'aurai l'aide de personne. J'ai mal. Voici l'histoire que le livre vous a choisie. Vous avez eu l'impétuosité de venir contempler ces pages. Il ne vous pardonnera pas. Il vous traquera. Il attendra que vous soyez seul. Il se moque de vous. Vous avez gâché les années de vie qu'il vous restait. Fuyez. Ne vous retournez pas. Tentez de vous cacher, vous n'y parviendrez pas. Votre mort sera douloureuse et votre après-vie effroyable. Adieu. Je ne veux pas mourir. Ma femme est partie. Elle me manque. Je suis sur sa tombe et je n'arrive même plus à pleurer. Tous mes amis appartiennent maintenant au passé et je suis seul. Il fait beau aujourd'hui. Il y a quelques feuilles brunes sur le sol. Elle aimait bien l'automne. Elle serait contente d'être là. J'espère qu'elle peut me voir de là où elle est. Je ne suis plus tout jeune. Le fait que j'ai toute ma tête est à la fois une bénédiction et une malédiction. Je m'appuie sur ma canne, je tente de me relever. Je tombe. J'ai l'air stupide, je me plains de ma solitude, mais je refuse tout de même de mourir. Ce monde autour de moi est bien trop beau, mais il change trop vite. Je suis perdu, et je contemple malgré tout. C'est ridicule. Après de nombreux essais, j'arrive à me relever. J'ai mal. Je me souviens de ma jeunesse. J'étais le coureur le plus rapide du quartier. On s'amusait bien. Il nous suffisait d'une boîte de conserve pour passer des heures ensemble. C'est là que je l'avais rencontrée. Elle était déjà très belle. Le temps est passé. J'ai réussi à garder le contact avec mes amis, mais ils sont tous partis. Ils ont demandé à être enterrés dans ce cimetière, construit sur le terrain vague sur lequel on jouait quand on était petit. Ils sont enterrés à côté d'elle. Je vais les voir. Je me souviens si bien d'eux. Les seules choses que le temps ne m'ait pas prises sont mes souvenirs. Et ils me font mal.
C'en est assez pour aujourd'hui. Je décide de retourner chez moi à pied. Je suis projeté au sol. Quelque chose vient de me frapper. Je tente de me retourner pour voir ce qui est derrière moi. Il n'y a personne. J'ai mal. Le paysage a changé. Le ciel est gris. Le sol est boueux. Toutes les tombes ont disparu. Non, celles de ma femme et de mes amis sont encore là. Où est le cimetière? Je suis dans le terrain vague de mon enfance. Ces petites barrières en bois. Je me souviens que l'on sautait par-dessus. Mais pourquoi suis-je ici? Je tente de me relever. La peur s'ajoute à la douleur de l'effort, et je n'y parviens pas. Je les vois. Ces enfants joyeux, souriants. Ils donnent des coups de pied sur la pierre tombale de ma femme. J'essaye de crier, de les arrêter. Mais il n'y en a qu'un qui s'arrête pour me regarder. Avec un air de mépris. Un petit garçon un peu rond, aux joues bien rouges, et aux fossettes prononcées. Serait-ce moi? Je reconnais tour à tour chacun des enfants. Toute notre petite bande. Ils piétinent les tombes. Mais il manque quelqu'un parmi eux. La petite fille timide et pâle. Ma femme. Où est-elle? Je l'aperçois, dans une mare de sang, derrière les enfants. Une petite fille, nue, couverte d'échymoses. Ses yeux vitreux sont tournés dans ma direction. Et puis, les enfants s'arrêtent. Ils me regardent d'un air mauvais. Mon jeune moi me crache alors dessus, tandis que les autres enfants se ruent vers moi pour me rouer de coups. Ils hurlent des insultes affreuses, arrachent mes vêtements, me donnent des coups de pied, me frappent de leurs poings. Je crie, je tente de les arrêter, mais ma voix usée ne couvre même pas le plus faible de leurs cris. J'ai mal, je sens mon dos craquer sous les coups. Du sang sort de ma bouche et de mon nez. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir les souffrances qu'ils ont causées à cette pauvre enfant innocente. Les coups redoublent d'intensité. Je tente de me raccrocher à la vie une dernière fois. Un craquement. Tous mes muscles se relâchent. Je meurs. Où sont les étoiles? Où sont les gens que j'ai aimés? Je suis dans l'obscurité. J'ai peur. Je ne veux pas mourir. Le livre se délecte des pensées de ce vieil homme. Mais il y a une chose qui me dérange. Un détail cruel qui m'emplit de dégoût. Je pensais jusqu'alors que le livre faisait ce qu'il était censé faire et rien de plus. Qu'il n'était pas capable d'avoir des émotions. Mais je me trompais. Cette voix résonne dans mes pensées. Un son au rythme irrégulier, sans signification apparente. Le livre rit. Je rentre du travail, encore une journée affreuse. Mes collègues se moquent de moi, et je ne peux rien leur dire. Je suis obèse, et ils ne cessent jamais de me le faire remarquer. Les docteurs me disent que je suis devenu gros à cause de la mort de ma mère. Je sais que c'est faux. Je suis juste un gros tas. Je ne pense qu'à manger. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai aucune volonté, aucune ambition. Je subis, et j'attends que ça passe tout seul. Je suis pitoyable. Toutes les nuits je rêve que je vole, que je suis léger comme l'air. Mais je me réveille à chaque fois, et je vois que mes plumes ne sont que de la graisse, informe, répugnante. J'ouvre la porte de mon immeuble. C'est vrai qu'il est tard, personne n'est réveillé. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Le bouton ne s'allume pas. Oh non. Je me dirige vers les escaliers. Je n'ai qu'un étage à monter, et pourtant, je devrais me traîner par terre comme un porc. Je suis un porc. Essayant de cacher mes larmes, je commence à monter les escaliers. Doucement, prudemment. Je suis essoufflé. J'arrive finalement à mon appartement. Tout est calme. Personne pour rire de moi. Juste le silence. Je m'installe sur mon canapé. Il est dégueulasse. Tout mon appartement est dégueulasse. Tiens, la lumière du couloir vient de s'éteindre. Mais pourquoi? Je me relève péniblement pour aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme s'avance vers moi, dans le couloir. Il porte un masque de hibou, et il est nu. Il est squelettique. Je tente de lui parler, de lui demander ce qu'il fait là. Mais je n'arrive pas à dire un mot. Le silence est pesant, et je vois cet homme avancer vers moi, sans rien pouvoir faire. J'ai peur. L'homme tend les bras, m'attrape, et il a une force colossale. Je tente de me débattre, rien n'y fait. Il s'avance doucement vers le balcon, ouvre la fenêtre. Il me soulève par-dessus le rebord, et me jette dans le vide. J'ai envie de crier, je ne peux rien faire. L'homme se penche pour me regarder tomber. J'ai une douleur atroce dans le ventre. Une plume vient de sortir d'entre mes bourrelets. Puis une autre. Je suis encore en train de tomber,
Je ne vois pas le sol. Tout est noir autour de moi. Il y a de plus en plus de plumes, et leur sortie me fait extrêmement mal. Elle me brûle. Je pleure dans ma chute, et je ne supporte plus la douleur. Mes larmes tombent, et disparaissent dans l'obscurité. Je veux que tout ça s'arrête. Le sol, je le vois, il est prêt, se rapproche vite. J'y arrive enfin, et je ne ressens plus rien. Ma chute a été amortie par quelque chose. Il n'y a plus de plumes, plus de douleur. Ils forment un cercle autour de moi. Des hommes, avec des masques de hibou. Ils m'attendent. Je veux bouger, m'enfuir, mais je ne peux rien faire. Je suis immobilisé. Ils se ruent sur moi, me déchirent la peau. J'arrive enfin à crier, mais personne ne m'entend. Je vois un liquide jaunâtre se mêler à mon sang sur le sol. Ces hommes le lèchent, s'en délectent. Je me vomis dessus. Je veux que tout ça ne soit qu'un cauchemar. Je veux me réveiller. Et puis, les hommes partent. Je suis seul, allongé sur ce sol froid. Mes tripes sont apparentes et je baigne dans une mare répugnante de graisse et de sang. Mais je n'ai plus de graisse. Je suis enfin normal. J'ai mal. Le livre aspire les pensées de cet homme comme à son habitude. Je suis incapable de dire si le livre le maintient en vie, ou s'il s'accroche encore à la vie un dernier instant. Il n'entend plus les moqueries du monde extérieur, juste les échos de ses cris. Il est dans notre monde maintenant. Salut à tous, je sais que certains d'entre vous ne comprendront peut-être pas l'histoire, et vous serez pas les seuls. L'auteur s'est expliqué un peu à une question qu'on lui a posée sur Creepypasta from the Crypt. Voici la question, je vais la lire. Depuis le début de cette série, je ne comprends rien. J'ai beau relire encore et encore, je ne comprends pas l'histoire, et le pourquoi du comment. Je pense que vous serez nombreux à peu près à avoir ce même genre de réaction, et j'ai pas envie d'avoir plein de commentaires disant j'ai rien compris. Donc voici la réponse de l'auteur. Bonsoir, je suis l'auteur de la série et je me ferai un plaisir de t'expliquer. Ce n'est pas si compliqué au fond. Le livre est une entité qui torture des êtres humains et retranscrit leurs dernières pensées à l'intérieur de lui. Il provoque donc les événements qui causent leur mort. Il est accompagné de quelqu'un, j'ai bien une idée du surnom mais je vous laisse faire pour ça, qui témoigne à la fin de chaque histoire dans le dernier paragraphe en italique. Pour toutes les zones d'ombre, c'est bien simple. C'est à vous de choisir de quoi les remplir. Mon but quand j'écris mes textes, c'est qu'ils s'adaptent à chaque lecteur, mais je dois faire appel à un peu plus d'imagination de leur part. Voilà, j'espère que je t'ai éclairé sur la série du livre. Voilà donc la réponse de l'auteur et j'espère qu'elle vous aura un peu aidé à y voir plus clair. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à la prochaine.